Ah, bedankt. Tu peux enregistrer, Lander? Ah, wel, ja, ik heb het juist gestart. Oké, bedankt. Ja. Het is gemakkelijker dat u dat doet, zo Ja. heeft u de mogelijkheid om de recording op te nemen. Ja. Oké. Donc, Ruud s'est de faire un peu, puisque on a permis de modifs qui ont fait un défi assez fort, puisqu'il a pris finalement 6 et demi. Zoals je weten, we zijn nu meer en meer aanwezig bij événementen bij apothekers. Il était notamment présent à l'Assemblée générale de l'Association francophone des pharmaciens hospitaliers. Et ça se sent tout de suite parce qu'on voit que dans les actions concurrence d'Amonis, qu'on a identifié comme étant liées à Amonis, mais il y a pas mal de pharmaciens hospitaliers. Donc l'idée c'est d'un peu voir un peu quelles sont les différences. Alors on va être très technique, ça va pas être, je ne vais pas faire développer une approche commerciale. Maintenant, je vais donner des arguments, évidemment des arguments techniques, à chacun en fonction de ce, de ce qu'il ressent d'utiliser tel ou tel pratique. Alors, d'abord, juridiquement. Juridiquement, ben, on a deux structures qui font de la pension, mais qui ne sont pas du tout dans le même cadre légal. Curalia est une association d'assurance mutuelle. Dat is een verzekeringsmaatschappij, die valt onder de wetgeving voor de verzekeringmaatschappij, met twee toezichthouders. We hebben toch wel Nationale Bank, la Banque Nationale de Belgique, qui contrôle tout le volet prudentiel, c'est-à-dire tout ce qui est la solvabilité, la solidité financière de l'institution, le respect de toutes les réglementations qui s'appliquent aux compagnies d'assurance. En wij vallen onder dezelfde wetgeving dan AXA, Ageas, Allianz, KBT-verzekering en de andere. Dus we hebben toch wel dezelfde regels dan voor de andere grote verzekeringen. En daarnaast is er ook FSMA, die controleert het sociaal luik. Sociaal luik zijn er twee delen. Pour notre produit principal, qui est le contrat INAMI, dans le contrat INAMI, il y a les 10% de solidarité. Ça, c'est la FSMA qui gère et qui contrôle le volet solidarité. C'est une chose. À côté de ça, évidemment, la FSMA, pour Curalia, comme pour toutes les compagnies d'assurance, vie ou non-vie, veille au respect de l'intérêt des consommateurs, et ainsi de suite, la qualité de l'information. Donc ça, c'est le volet, ça c'est pour Curalia. Amonis, à côté de ça, est ce qu'on appelle un OFP, un organisme de financement de pension, qu'on va régulièrement appeler fonds de pension. Il y a trois expressions, fonds de pension, OFP ou IRP, Institut de retraite professionnelle. Les trois dénominations sont d'application. Fonds de pension, il faut faire attention parce que fonds de pension, c'est un nom qu'on utilise aussi pour les fonds d'épargne pension qui sont vendus par les banques. Les banques peuvent vendre de l'épargne pension, ce n'est pas des contrats d'assurance, c'est du produit d'investissement pur, et donc sans garantie de capital et ainsi de suite. On utilise le terme fonds de pension aussi pour ceux qui font ce genre de produit. Alors, du côté d'Amonis, le contrôle prudentiel, le contrôle est beaucoup plus simple, puisqu'ils n'ont qu'une autorité de contrôle, c'est la FSMA, qui va s'occuper aussi bien du volet prudentiel que du volet social. Volet social, parce qu'eux aussi, notamment, leur gros produit, c'est la convention sociale de pension, mais aussi tout le volet, je dirais, surveillance vis-à-vis du consommateur. C'est important, nous avons un double contrôle, eux n'ont qu'un contrôle unique au niveau de la surveillance. Alors, deux types de structures différentes, deux types d'engagements différents. Amonis a ce qu'on appelle un engagement de moyen, een middelvermindering. En dat is duidelijk vermeld, dat is een uittreksel van hun pensioenreglement. We hebben toch wel algemene voorwaarden, bijzondere voorwaarden. Amonis als pensioenfonds heeft een pensioenreglement. Le document de base chez Amonis, ce ne sont pas les conditions générales, ce ne sont pas les conditions particulières, c'est véritablement le règlement de pension. En in het artikel 1.4 van het pensioenreglement van de Amonis is het vermeld
gaat ten opzichte van de aangesloten een middelenverbintenis aan. Dit betekent dat de Harmonisch OFP zich ertoe verbindt de gelden die haar zijn toevertrouwd zo goed mogelijk te beweren zonder resultaatsverbintenis. Ils le disent très clairement parce que on a parfois entendu des gens de chez Harmonisch qui disent mais non, nous on a un engagement de moyen, un engagement de résultat. Non, dans leur règlement de pension, il est marqué clairement qu'ils ont un engagement de moyen et pas de résultat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'ils n'arrivent pas au résultat qu'ils ont annoncé, eh bien, on ne peut rien leur reprocher. Nous, comme compagnie d'assurance, nous avons un engagement de résultat. Et si à un moment ou à un autre, notre autorité de contrôle, la BNB, estime que nous ne sommes pas en mesure de respecter nos engagements, eh bien, c'est elle qui prend la main. Alors, cette histoire de la BNB qui prend la main, ce n'est pas un mythe. Hein. Je suppose que vous avez tous, et nous sommes tous comme membres du personnel Curalia concernés par la chose indirectement, entendu l'histoire d'Intégrale, où la BNB a considéré qu'à un moment que Intégrale n'était plus en mesure de respecter son engagement de résultat et a pris le contrôle de la société. Ce sont des choses qui arrivent. Donc c'est vraiment, quand nous disons, on vous promet ça, on doit le tenir. Eux, ils font une promesse à terme, on le verra de suite, et même s'ils n'arrivent pas à cette promesse-là, l'affilié n'a pas le droit de se plaindre. C'était écrit noir sur blanc qu'il n'avait qu'un engagement de moyens. Ben voilà. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. On ne peut pas se plaindre contre eux. Tandis que dans le cas d'une compagnie d'assurance, moi je dis régulièrement quand je m'adresse aux jeunes diplômés, c'est marche ou crève, il faut passer, et si on ne passe pas, eh bien, on dégage. Et donc, ça veut dire aussi qu'ils ne sont pas obligés de prévoir les réserves. Sur le calcul des réserves, on va y revenir de suite. C'est un point très important, c'est une différence fondamentale, mais on va y revenir de suite. Et ça explique beaucoup de choses, mais bon, le serpent se mange la queue, il fallait commencer par quelque chose, donc j'ai commencé par des aspects un peu plus juridiques qui permettent de cadrer les choses. Alors, au niveau marge de solvabilité, au niveau critères de solvabilité, Curalia est une compagnie d'assurance et elle est donc soumise à la directive européenne Solvency II. La directive européenne Solvency II est en application depuis le 1er janvier 2016. Et c'est cette directive qui est à l'origine de la conversion vers Curanova qu'on a fait en 2015, pour ceux qui étaient là. Pourquoi? Parce que nous avions un risque de ne pas répondre aux exigences de cette directive si on avait gardé nos contrats classiques tels qu'on les avait à ce moment-là. Et donc, c'est pour répondre à ces exigences qu'on a modifié nos contrats. Alors, Solvency II est très exigeante en termes de solvabilité, c'est-à-dire de solidité financière. Toutes les compagnies d'assurance doivent pouvoir faire face à un événement qui se passe une fois tous les 200 ans. Donc, ce n'est pas... c'est extrêmement prudent. Pour vous donner un exemple, on doit faire face à une chute de la valeur de l'immobilier de 25%. Alors, en Belgique, quand on dit que l'immobilier va mal, c'est que la valeur de l'immobilier baisse de 3, 4, 5%. On a l'air de dire que c'est une catastrophe. Pourquoi est-ce que c'est 25%? D'abord parce que c'est une directive qui concerne l'ensemble de l'Europe. Il y a des pays d'Europe qui ont connu des chocs immobiliers beaucoup plus importants. Cette directive a été mise en place au moment où la Grande-Bretagne faisait partie de l'Union européenne. Il y a eu des chocs immobiliers en Grande-Bretagne qui ont été beaucoup plus importants. Il y a eu des chocs immobiliers en Espagne. Rappelez-vous, 2008, la crise financière, l'immobilier espagnol, la valeur des immeubles baisse de 40%. C'est en partie pour ça que nous devons faire face à ce genre de choc, alors que, oui, comme compagnie d'assurance, nous possédons directement ou indirectement un certain nombre d'immeubles. En dehors de celui-ci, il y a toute une série d'immeubles que nous avons achetés comme investissement. On doit pouvoir faire face à une chute de la valeur de ces immeubles de 25%. Même après le Covid, où tout le monde a dit les immeubles de bureaux, les bureaux c'est fini, tout le monde va faire du télétravail, on va pas savoir quoi faire des immeubles.
Même après le Covid, on n'a pas eu ça. Pour les actions, on doit pouvoir faire face à une chute de 39 à 40% suivant le type d'action de la valeur. Et on a 1 million si on possède des actions pour 1 million d'euros, on doit avoir dans nos fonds propres 390 000 euros pour pouvoir faire face à la chute éventuelle des actions, en continuant à respecter nos engagements vis-à-vis des banques. À côté de ça, il y a tout un volet gouvernance, qui est très important, qui nous a amené à faire une formalisation beaucoup plus importante de tout ce qu'on faisait, qui comporte notamment ce qu'on appelle un exercice ORSA, Own Risk Assessment, que dans le cadre de Solvency II, toute compagnie d'assurance doit faire chaque année. Et chaque année, le fin juin, la date limite c'est le 30 juin, le 1er juillet, je ne sais plus très bien, enfin bref, on doit remettre à la Banque nationale de Belgique un exercice ORSA, et chaque année, le conseil d'administration se réunit fin juin, notamment pour approuver cet exercice. Du côté d'Amonis, on est dans une autre législation. Solvency II n'est pas d'application. Ils sont soumis à IORP 2, qui est une nouvelle réglementation qui est arrivée en 2019, mais qui est une réglementation qui est très fort focalisée sur le volet de gouvernance. Et une des raisons pourquoi c'est très fort focalisé sur les raisons des aspects gouvernance et risque, c'est parce que, élément que j'ai peut-être oublié de dire là tout de suite, quand on parle d'un fonds de pension, la plupart des fonds de pension sont des fonds de pension qui sont liés à une entreprise. C'est le fonds de pension de Cockerill, c'est le fonds de pension d'ArcelorMittal. C'est le fonds. Pourquoi? Parce que ces fonds de pension sont destinés normalement à gérer les pensions des employés d'une société ou de plusieurs sociétés. Alors, tant que c'est une société, les choses sont relativement simples. Quand c'est plusieurs sociétés, les choses peuvent être plus compliquées. Donc, le volet gouvernance est très important pour les fonds de pension qui gèrent pour plusieurs entreprises, voire pour un secteur. Il y a des fonds de pension sectoriels, on appelle ça. Donc, le volet gouvernance a été formalisé en 2019-2020 dans le cadre de IORP 2. Mais pour vous donner une idée du niveau d'exigence, l'équivalent de l'ORSA applicable pour les compagnies d'assurance, qu'on appelle pour les fonds de pension un ORA, eh bien, ils doivent le faire tous les 3 ans. Ça donne un peu une idée du type de différence, et les critères pour la mesure de la solvabilité d'un fonds de pension ne sont pas du tout les mêmes que les critères qui sont utilisés pour une compagnie d'assurance. Autre élément qui va différencier, faire pour évaluer la stabilité, la position d'une institution de pension, c'est ce qu'on appelle la marge de couverture. La marge de couverture, c'est quoi? C'est de dire qu'une institution de pension a un engagement ou un désengagement vis-à-vis des assurés à concurrence de X millions d'euros, on va faire 100 millions d'euros, et en fonction du type d'institution, il va y avoir des exigences au niveau des actifs, au niveau des investissements. Alors, si je commence par Curalia, comme toute compagnie d'assurance, ce n'est pas spécifique à Curalia, bien, comme toute compagnie d'assurance, Curalia doit être en permanence. Il y a une disposition dans la législation sur les compagnies d'assurance qui s'appelle l'inventaire permanent, qui fait qu'on doit inventoriser en permanence nos investissements. On a des obligations d'État belge, on a des obligations européennes, on a des actions, on a des immeubles, on doit inventorier ça en permanence. Et la valeur de ces actifs, la valeur de ces investissements in marktwaarde moet altijd groter zijn dan de verplichting dat we hebben ten opzichte van onze leven. Dus we moeten op elk moment kunnen zeggen, wij stoppen, wij liquideren alles en we betalen aan de leden. Si, en dehors de toute autre réglementation, on avait la possibilité de, vous savez qu'il y a des lois, on a fait des contrats deuxième pilier, on ne peut pas les vendre, mais le principe, le fait qu'on fasse du deuxième pilier, en soi, n'importe pas sur la législation sur marge de couverture, marge de solvabilité. Nous sommes une compagnie d'assurance, et comme toute compagnie d'assurance, on doit être en mesure de dire, on arrête aujourd'hui, et demain matin, on paie tout. C'est le SCR. Non, ça, le SCR, c'est le solvency curve. Ah oui, ok. Ici, c'est vraiment la marge de couverture. C'est, wat zijn de verplichtingen, wat hebben wij? On a 100 millions d'engagements, il faut qu'on ait au moins 100 millions d'actifs, en permanence. Et la valeur de cet engagement, elle va évoluer en fonction des marchés.
om een idee te geven, we hebben toch wel in 2022 met Oekraïne enzovoort, zijn de rentevoet serieus omhoog gegaan. We hadden rentevoet die rond 0% waren en die naar 3% waren een gewone rentevoet is. Dat is niet de oogrentevoet, dat is de gewone rentevoet. 0% is te laag. Maar, dus het feit dat de rentevoet omhoog gaat, heeft als gevolg dat de obligatie, de waarde van de obligatie, naar beneden ging. Et donc en 2022, alors que notre marge de couverture, c'était plus vraiment une préoccupation, mais en 2022, la Banque nationale a, vers toutes les compagnies d'assurance, parce que les compagnies d'assurance investissent énormément en obligations d'État, a envoyé un message à toutes les compagnies d'assurance en disant « Attention, votre marge de couverture, merci de nous envoyer des chiffres, normalement c'est une fois par an, c'était plus régulièrement, ne me demandez plus le tempo, mais c'était beaucoup plus régulièrement parce qu'ils se rendaient bien compte que la diminution de la valeur des obligations avait un impact sur la marge de couverture des compagnies d'assurance. » Donc ça, c'est vraiment quelque chose, on doit être en permanence prêt à casser la baraque, dire on arrête tout, on liquide et on donne aux assurés ce à quoi ils ont. Si jamais, à un moment, notre marge de couverture baisse en dessous de 100, la BNB ne débarque pas, mais on doit introduire un plan de redressement et les délais pour remonter à ces 100% sont très courts. Alors, c'est vrai que pour Curalia, très particulièrement, c'est un peu aberrant ce principe-là, puisque on sait que nos contrats, ils sont à échéance à 66, 67 ans, donc les gens ne peuvent pas partir demain avec leur argent. Ce n'est pas le cas pour d'autres types de contrats, les contrats d'assurance de type Invest, et les gens peuvent sortir demain s'ils veulent. J'ai souscrit un Invest 21, je veux récupérer, je vais payer une indemnité, mais je peux récupérer. Les compagnies qui font de tout, c'est des choses qui peuvent arriver. Et donc, ici, très clairement, on a un niveau d'exigence très élevé aussi en matière de marge de couverture. Amonis als pensioenfonds is niet verplicht om altijd boven de 100% te werken. Het is mogelijk voor een pensioenfonds om een jaar te beëindigen met de vermelding dat zij aan 86% van hun verplichting die gedekt zijn. Het is mogelijk, in de wetgeving is het mogelijk. En als dat gebeurt, ja, ze moeten toch wel een herstelplan bij het FSA neerleggen, maar de tijd dat zij daarvoor nodig hebben, of de tijd waarin ze toch wel zo boven 100% zijn, is zeer langer dan de tijd die voorzien is voor een verzekering. C'est vraiment une conception complètement différente. L'institution de pension, clairement, un fonds de pension, c'est clair que, quelque part, il y a une logique quelque part, puisqu'on sait qu'ils travaillent à long terme, ils n'ont pas le volet possibilité de sortir pour un affilié. L'affilié, il doit attendre l'âge de sa pension pour récupérer son argent, hormis les circonstances particulières, type décès ou autre. Donc, on leur donne plus de temps pour récupérer leur marge de couverture au-delà de 100. Alors, la marge de couverture, clairement, on dit, c'est quels sont nos engagements, quelles sont les réserves qu'on a constituées, que les assurés ont constituées. Et ça, c'est vraiment le terme réserve acquise, verworven reserves, het is echt core van het verschil tussen een verzekeringsmaatschappij en een pensioenfonds. Bij Curalia, dat is een uittreksel van de algemene voorwaarden, donc il n'y a rien de nouveau là-dedans, c'est marqué noir sur blanc dans les conditions générales. De reserve is gevormd door de premie, na aftrek van de solidariteit afhouding, eventueel na aftrekken van de sommen die gebruikt zijn voor extra waarborgen qua overlijden, plus de winstdeelname die al gekregen zijn en de interesse die al gekregen zijn. Et clairement, c'est ce que j'ai versé, moins ce qu'on a retiré, pour la solidarité notamment, moins ce qu'on a éventuellement retiré si j'ai demandé une garantie d'essai complémentaire,
mais auquel on a ajouté les intérêts perçus depuis X années, les participations perçues depuis X années. Soit c'est un bête calcul mathématique. Chez Amonis, il y a quand même des choses un petit peu différentes. Parce que chez Amonis, quand on définit les réserves acquises, on dit que les réserves acquises représentent la valeur actuelle de la partie du montant du compte individuel constitué des versements. Alors, postérieur au 1er janvier 2004, pourquoi? Parce que ça, c'est une spécificité chez eux. Il y avait, en 1er janvier 2004, c'est la loi Van den Broek, on change de législation, donc on considère que tout ce qu'il y avait avant, c'était une autre législation. Okay, donc, les versements après le 1er janvier 2024, après déduction des chargements d'encaissement et des cotisations de solidarité, plus ou moins la même chose que nous, y compris les distributions du résultat, donc la participation bénéficiaire, capitalisée jusqu'à l'âge de la pension. OK. Il y a quand même un terme qui est un peu différent. Hein? En in Nederlands, we zijn op ieder moment gelijk aan de actuele waarde. Die actuele waarde, wat zit daarin? Hein? La valeur actuelle des réserves. Ça amène à calculer, à parler de c'est quoi la valeur à terme de l'épargne et la valeur actuelle. La valeur à terme de l'épargne, ben, c'est simple, 1 euro aujourd'hui ben, n'a pas la même valeur qu'un euro de demain, n'a pas la même valeur que d'un euro dans un an. Pourquoi? Parce qu'il y a l'inflation notamment, hein, qui est là, latente, plus ou moins haute, 2,7, 2,8, 3%, ok. Et donc, notamment pour compenser l'inflation, eh bien, l'épargne va recevoir un certain taux d'intérêt. Si on calcule quelle sera la valeur de mon épargne d'aujourd'hui dans X années, ben, il y a une formule mathématique qui dit que cette formule, c'est mon épargne actuelle, donc les primes que j'ai versées sur mon contrat, on va multiplier par le taux d'intérêt en fonction du nombre d'années, hein, c'est ce qu'on veut l'avoir dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Si je prends l'exemple de quelqu'un qui a 30 ans, à qui on dit vous avez un capital de 20 000 euros et qu'on dit voilà, ben, là, on va vous accorder un taux de 1,2%. Parce qu'on considère que dans le marché financier, on peut actuellement vous accorder 1,2%. Eh bien, à 67 ans, j'ai pris quelqu'un qui aujourd'hui a 30 ans, donc l'âge de sa pension, ce sera 67 ans. À 67 ans, ben, il aura 31 096 euros. 31.096 euro, dat is de waarde, de toekomstige waarde van het huidige kapitaal van 20.000 euro. Op basis van het criteria de rentevoet, 1,2 maar toch wel 2, 1 of 0,50, okay, mais c'est relativement simple à calculer, c'est bêtement fait. Ça, c'est la valeur à terme de mon épargne d'aujourd'hui. Mais d'un autre côté, il peut être intéressant de savoir quelle est la valeur aujourd'hui de mon épargne que j'aurai à la fin. Et donc là, on va faire exactement l'inverse du calcul de la valeur à terme. On va partir de la valeur à terme et on va essayer de recalculer la valeur aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle l'actualisation. C'est un terme qu'on utilise, l'actualisation, pour calculer, j'ai un capital au terme de autant, quelle est la valeur actuelle de ce capital. On a aussi le même type de formule, si ce n'est qu'ici, évidemment, on va diviser mon capital par l'intérêt qui va être utilisé pour faire cette actualisation. Et un élément qui est important, c'est pour ça que je l'ai mis dans une autre couleur, c'est le N, c'est le nombre d'années. D'accord? Alors, si je prends, c'est clair que ce taux d'intérêt, le taux d'intérêt, il va avoir une importance très grande pour déterminer quelle est la valeur aujourd'hui de mon capital. Si je prends quelqu'un qui a 67 ans, aura un capital de 31 096 euros, en dat dit bedrag actualiseert op basis van de rentevoet van 6,5% per jaar, krijg ik nu op 30 jaar een waarde van 3025 euro. Dus
je pars de mon capital de 20 000 euros que je laisse rapporter avec un taux de 1,2%, j'arrive là au bout, à 67 ans, à 31 096 euros. Si je veux voir la valeur aujourd'hui, mais que pour calculer cette valeur, je ne prends pas un taux de 1,2%, mais je fais une actualisation avec un taux de 6,5%, je vois qu'aujourd'hui, la valeur actuelle de mon épargne future de mes 31 096 euros, eh bien, c'est 3 025 euros. Et pourquoi est-ce que je prends un taux de 6,5%? C'est parce que quand on va regarder dans les conditions générales, dans le règlement de pension de Amonis, il y a une petite phrase qui dit que la valeur actuelle mentionnée est calculée sur base d'un taux d'actualisation de 6,5%. Donc, c'est le taux d'actualisation qu'ils utilisent, et c'est ça qui va être déterminant pour calculer quelles sont les réserves acquises aujourd'hui pour l'assurer. Dus ik pak het voorbeeld van een jongen, een naboer zoals u het wenst, die op 30 jaar 20.000 euro heeft als netto-premie en na afhouding van solidariteit en kostenvergoed enzovoort, aan wie we zeggen, oké, op basis van een rentevoet van 1,2%, allemaal niks zegt, u zal toch wel aan het einde zoals iets van 31.000 euro krijgen, maar vandaag heeft hij verworven réserve van 3.000 euro. Et ça, c'est évidemment très, très important. Alors, si on fait le même exercice, en partant de quelqu'un qui a les mêmes 20 000 euros, mais qui n'a pas 30, mais qui a 40 ans, fatalement, eventueel de 20.000 euro zullen opgerend worden, 10 jaar minder. Dus het eindbedrag zal lager zijn. De actualisatie opnieuw op een rentevoet van 6,5 heeft als gevolg dat het verschil tussen het kapitaal en de verworven reserve een stuk kleiner is. En als wij hetzelfde oefening gaan doen, si on fait le même exercice pour quelqu'un qui a 50 ans, eh bien, fatalement, puisque on va lui accorder encore des intérêts pendant 10 ans de moins, le capital va être un peu moindre. Mais par contre, la différence entre son capital et ses réserves actives va être moindre. Pourquoi? Parce que la différence d'intérêt qu'il y a, 6,5 moins 1,2, 5,3%, ne va être appliquée que sur 17 ans. Je vous ai fait un petit tableau de ce que ça donne en fonction de l'âge. Ik heb hetzelfde bedrag genomen, 20.000 euro. Voor iemand die 30 jaar is, heeft er wel de verworven reserve zijn 3.025 euro, dus 15% van het kapitaal. 45 jaar, 6.500, 33%, 50 jaar. En u ziet dat hoe korter is de duurtijd van het contract, hoe kleiner is het verschil tussen het kapitaal en de verworven. Mais ce qui est vraiment fondamental pour moi, c'est que pour les jeunes, je pense notamment aux jeunes prestataires de soins, qui utilisent et comptent utiliser leur contrat INAMI, convention sociale de pension, dans le cadre d'un projet immobilier, ça a évidemment un impact. Pourquoi? Parce que le fait que les réserves acquises ne représentent, quand on a un jeune, que 15% du capital, et même si on va à 60 ans, il faut arriver à 60 ans pour avoir 70% de capital, ça a évidemment des conséquences. Alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ça a conséquence au niveau de la société, de la structure, voor de berekening van de solvabiliteitsmarge, voor de berekening van de solvabiliteitsmarge. Dat heeft toch wel duidelijk een impact. Dat wij rekening houden met de verworven reserve daarvoor. Maar dat heeft ook een impact voor de aangeslotenen. Op 2 niveaus, omdat de verworven reserve gebruikt zijn voor in het geval van overdracht van de reserve of in het geval van voorschot op polis. Voorschot op polis, Amonis dit que obtenir une avance sur les réserves acquises
ou mettre en gage la convention est possible. Mais on parle bien des réserves acquises. Je reprends mon jeune de 30 ans qui a 20 000 € sur son contrat, il peut aller chercher 3 500 €. Avec ça, il n'a pas fait grand-chose. D'accord. Et il faut savoir qu'avant 2019 ou 2020, Amonis ne prévoyait même pas les avances sur police. Ils ont été forcés d'admettre les avances sur police. Pourquoi? Parce que dans le marché, tout le monde le faisait. Et ils étaient les seuls à dire qu'ils ne le faisaient pas. Donc, si on compare ça évidemment avec ce que nous faisons, où nous on dit qu'une avance sur police est possible sur la réserve, et on met une limitation en termes de pourcentage, mais la limitation en termes de pourcentage, elle commence à 65% pour une IPT, en het gaat tot 90% voor een sociale VAP of een VAPZ. Dus er zijn toch wel de bedragen, ik pak hetzelfde bedrag, hetzelfde kapitaal van 20.000 € voor een jongen. Bij ons heeft hij de mogelijkheid om 18.000 € te komen halen. Daarmee is het mogelijk om iets te doen met 3.500 €. Dat is niet vet. Donc ça, c'est le premier type d'impact pour les affiliés. Le deuxième type, c'est en cas de demande de transfert des réserves. La loi Vandenbroek, la loi sur la pension complémentaire, prévoit que toutes les sommes versées depuis 2004 peuvent faire l'objet d'un transfert. Chez Amonis, on va faire un transfert des réserves acquises, puisque le terme le dit bien, c'est ce qui est acquis à l'affilié. Et donc, si vous rencontrez quelqu'un qui est chez Amonis et qui dit « je veux m'en aller », le bon conseil, c'est de lui dire vos réserves acquises, laissez-les là, vous récupérez ça à la fin, mais ne partez pas maintenant, parce que vous avez perte. Si je prends à 30 ans, il perd 85% de son capital. Donc, c'est certainement pas un bon conseil à donner. Le bon conseil, c'est vous laisser dormir et vous récupérez au moins. D'accord. Chez nous, oui, il y a des frais qui sont, comme dans toute compagnie d'assurance, qui sont emportés en cas de demande de transfert des réserves, mais on transfère la réserve, c'est-à-dire les primes, moins les retenues de solidarité, moins les frais, plus les intérêts reçus, plus les participations. Il y a une grosse différence entre les deux. Alors, si on continue, ah oui, ça c'est un bel exemple qui montre, c'est un extrait, c'est l'équivalent d'un avenant annuel, qui date de 2020, d'accord. Je n'en ai pas récupéré de plus récent, et ça, appel à tout le monde, si vous croisez quelqu'un qui est chez Amonis et qui est plutôt occupé à se dire qu'il partirait bien, une bonne chose à faire, c'est de demander de pouvoir récupérer une copie du dernier avenant. Ça permet d'avoir des éléments. Alors, qu'est-ce qu'on voit? C'est le cas d'une dentiste née en 91, donc elle avait 29 ans au moment de l'avenant. Elle avait une prestation au terme de 10 000 €, 10 124 exactement. Réserve acquise en cas de transfert vers un autre organisme de pension, 1 684 €. Montant garanti par la loi, parce que ça, il y a une garantie légale qu'ils ne peuvent pas retirer, c'est la fameuse garantie dite des 0% dans le cas des contrats du deuxième pilier. Un affilié doit, pour tout ce qui est PLCI social, PLC social, doit pouvoir récupérer au moins les primes reçues, les primes nettes, c'est-à-dire les primes moins les retenues de frais et les retenues de solidarité. Cette obligation légale n'est pas d'application pour les contrats qui sont souscrits pour moins de 5 ans, qui maintenant seraient souscrits à partir de 61 ans. On ne doit pas parce que ce n'est pas possible de récupérer, le rendement ne permet pas de récupérer les frais, mais de récupérer pour tous les autres cas. Donc ici, clairement, on voit qu'elle avait 9 500 € qui avaient été versés sur son contrat, et là, une réserve acquise de 1 684 €. Donc, ça montre un petit peu le niveau entre les deux. Alors, si on continue au niveau technique, je vais peut-être m'interrompre, il y a peut-être des questions. Je m'adresse aux gens qui sont à distance.
Ah, aussi, vous avez des gens qui sont dans la... Oui, on peut aussi, nous. C'est ça. Non, il n'y a pas de question. Alors, si on continue la comparaison technique, mais là, c'est plus comparaison d'éléments techniques liés au contrat entre Harmonis et Curalia, ben, au niveau frais d'entrée, on a des frais d'entrée de 2,95 et puis des frais dégressifs pour les IPT post, de premie die boven 10.000 euro zijn. We hebben, het is vermeld in het solidariteitsreglement, we hebben toch wel administratieve kosten van 5%. Het is voorzien in de wetgeving. Dus het is een maximum 5%. Het is voorzien. Dat is een voorwaarde voor de goedkeuring van het solidariteitsreglement door het FSMA. Dat de kosten normaal moeten niet boven 5% zijn. La FSMA a quand même donné son cachet sur le règlement de solidarité d'Allianz qui prévoit explicitement noir sur blanc qu'il y a 20% de frais administratifs. Donc, sur les 10% que Allianz retire pour la solidarité, il y a 2% de la prime qui vont à des frais administratifs. Relativement facile dans ces conditions-là d'avoir des frais d'entrée autres qui sont relativement... Du côté d'Harmonis, parce que c'est Tom qui avait posé la question, les frais d'entrée, c'est 3%. C'est 1% sur le IP, mais attention, le IP de Harmonis, c'est de la branche 23. Ce n'est pas de la branche 21. Donc, c'est réellement, c'est investi dans des fonds, dans les 6 caps d'Harmonis. Il y a des frais administratifs sur la solidarité, alors c'est exprimé différemment. C'est des frais de 3% auxquels on ajoute 116 € par dossier. Bon, bah, je suis un peu pharmacien, j'ai pris ma calculette. Et en fait, ça fait 5% si la prime est de 5 800 €. Alors, est-ce que c'est un hasard? Les 5 881 €, c'est la prime INAMI d'un médecin. Mais par contre, tous ceux dont la prime est inférieure, évidemment, puisque la partie fixe, elle est la même, bien, on est au-delà des 5%. Ça fait partie de ces petits machins que une institution récupère gentiment. Et merci Tom d'avoir pointé la chose. Je n'avais pas vraiment détecté cet aspect-là des choses. C'est vraiment tout à la fin du rapport annuel que c'était mentionné. J'ai fait un peu le calcul pour voir où ça en était. Et donc, ça montre clairement que pour les pharma, les kinés, je ne parle pas des infirmières et des sages-femmes, le pourcentage, 116 €, c'est 116 € plus 3%. Nous, on dit minimum 100. Là, eux, ils sont un minimum 116 plus 3% du montant. Les sages-femmes et les infirmières ne doivent pas rester. D'accord. Si on continue dans les comparaisons techniques, au niveau de la participation bénéficiaire, nous accordons une participation bénéficiaire si un contrat est actif, c'est-à-dire si on a reçu un contrat ou un groupe de contrats, je précise bien, je vais revenir là-dessus, si on a reçu 200 € au cours des 2 dernières années, alors je dis groupe de contrat, dat is toch wel duidelijk, dat moet duidelijk zijn. Wij gebruiken de fiscale niches. Als iemand, een lid heeft, een apotheker, heeft nog een oude reservecontract waarop geen premie mag gestort worden. Hij heeft toch wel zijn sociale VAP en een VAPZ. Hij mag toch wel een eigen bijdrage betalen op één van de twee. Maar als hij kiest om dat te doen op zijn sociale VAP, dus dat wil zeggen dat zijn VAPZ geen winstdeel heeft. Nee, we pakken de 3 contracten samen en we zien op de 3 contracten zijn er 200 € gestort vorig jaar, de laatste 2 jaar. Hetzelfde, heeft iemand 2 pensioensparencontracten, 2 lange termijn sparen. Wij pakken de 2 samen en we zien, is er de 200 €, de 2 contracten krijgen de winstdeel af. Voor IPT's, als een verzekerde werkte in 1 vennootschap, had een IPT bij 1 vennootschap, hij is veranderd van vennootschap, hij werkt nu bij een andere vennootschap. Het is duidelijk dat de eerste vennootschap zal geen premie niet meer storten. Maar oké, dat is een beetje een wettelijk probleem. Dus wij pakken per verzekerde, zijn er 200 € gestort vorig jaar, enfin, de laatste 2 jaar of niet. En als het geval is, krijgen alle de contracten waarop die persoon verzekerde is een winstdeel. Donc c'est sur les 2 dernières années,
Pourquoi? Parce que parfois, le fait qu'il n'y ait pas de paiement, ce n'est pas toujours la faute du prestataire de soins. Si l'INAMI met du temps pour traiter un dossier, c'est payé l'année d'après. Pourquoi est-ce qu'on va le pénaliser? Il y a un bug ou un souci dans sa situation administrative qui a fait que son dossier a été retardé. Donc, nous, systématiquement, on prend 2 ans. Le rendement de 6,5 annoncé par Amonis, c'est un rendement sur les contrats pour lesquels il y a eu un versement en 2024. Il n'y a pas eu de versement. Ce n'est pas 6,5, c'est 1,2% ou 1% suivant le type de contrat. Il y a une petite dernière pour la route. Et là, je pense plus, parce que Amonis fait aussi l'assurance revenu garantie. Et leur volet assurance revenu garantie était réassuré jusqu'au 31 décembre 2024. Tous les contrats conclus depuis lors n'est plus réassurés. C'est-à-dire qu'ils ont manifestement, il y a un souci tarifaire chez eux, leur revenu garanti est en point d'interrogation, va-t-on dire, puisque leur réassureur refuse de les réassurer sur le haut risque. Donc, ils ne proposent plus cette option-là? Mais en risque propre. Ah oui. C'est-à-dire que si, pour les anciens contrats restent réassurés, et les nouveaux contrats qu'ils proposeraient, j'utilise le conditionnel de manière volontaire, eh bien, seraient en risque propre. Ce qui veut sans doute dire que c'est une branche d'activité qui va être un petit peu de côté tant qu'ils n'auront pas trouvé une autre solution pour la réassurance. C'est marqué noir sur blanc dans leur rapport annuel 2024. Alors, je voudrais simplement terminer peut-être, je pense que c'est le dernier slide, au niveau résultat, 2024 versus 2023, Amonis versus Curalia, eh bien, nos résultats ne sont pas mauvais. Hein. Je parle du résultat en termes d'encaissement, en termes de nombre d'affiliés pour lesquels ils reçoivent une prime. Ils ne compensent pas la perte de leurs pensionnés. Hein, ils ont, comme nous, fatalement, ils ont beaucoup de pensionnés, mais ça, voilà, c'est tout le monde. Ils n'arrivent pas à compenser la perte. Il y a juste un problème, qui est un problème très important pour Curalia. C'est que le seul groupe où le nombre de nouveaux affiliés augmente de manière spectaculaire, c'est les pharmacies. Ce sont les pharmacies. Ouais. Ça, il faut vraiment être très attentif. Et c'est pour ça qu'on a donné cette session-là. C'est que notamment, il s'adresse à des jeunes. Il y a 2-3 jours, j'ai vu une jeune qui est passée en concurrence à Amonis. Si on va lui expliquer que si elle veut demain faire une avance sur police chez Amonis, elle aura droit, non pas à 0, mais à pas grand-chose, on va peut-être réfléchir. Je pense que c'est Tom qui avait eu une jeune médecin qui était au début de la trentaine ou un truc comme ça, qui voulait faire une avance sur police. Et quand elle a vu ce que Amonis lui accordait comme avance sur police, elle a dit « moi, je ne peux plus travailler avec ces gens-là », et qui est arrivée chez nous. Ouais, c'est vrai que c'est un argument, chez les jeunes, c'est un argument qu'il faut qu'on utilise. C'est un argument choc. Hein, je connais personnellement une jeune kiné qui a acheté un cabinet, qui est chez Amonis et qui m'a dit « oui, j'ai été demandé une avance sur police ». Pas c'est grand-chose. Hein. Le principe du fonds de pension, c'est ce qu'on appelle une promesse à terme. Le problème, c'est qu'il faut arriver au terme. Et que, on a peut-être envie de faire autre chose. Thomas avait posé une question dans le chat. Sorry, ik heb geen toegang aan de chat. Dus, qu'est-ce qu'on est dit de la loi de la transparence? La loi de la transparence va être l'application à tout le monde. Ce qui veut dire qu'à partir de 2025 pour les avenants 31/12/2025, les avenants d'Amonis seront les mêmes que les avenants de Curalia. Maintenant, ils vont devoir, sur les projets d'avenants qu'il y a actuellement, on montre, il y a un certain nombre de mentions, malheureusement peut-être un peu moins. Alors, si je reviens sur l'exemple d'avenant que j'avais, ici, évidemment, c'est pas parce que c'est un scan, mais clairement, ceci est en grisé. Hein, la ligne sur les réserves acquises, elle est en grisé. C'est la ligne d'en dessous qui est en noir. Évidemment, ça, c'est le genre de choses, avec la loi transparence, ils ne choisiront plus la couleur. Hein. Ce sera la même pour tout le monde.
Donc il y a peut-être des gens qui vont tout d'un coup réaliser, voir des choses qu'ils ne voyaient pas sur leurs avenants. Mais tout le monde, ça, Amonis est une institution de pension. Toutes les institutions de pension sont soumises à la loi de transparence. Maintenant, il faut savoir que il y a un point qui pour moi n'est pas encore clair, c'est qu'aujourd'hui, un fonds de pension comme Amonis n'est pas tenu d'envoyer un avenant ce qu'on appelle les contrats dormants, c'est-à-dire les contrats sur lesquels il n'y a pas de versement. Nous, on envoie une compagnie d'assurance, on envoie d'office là. Ça fait évident. Alors, je ne sais pas, ça c'est un point avec la loi de transparence, je ne sais pas exactement comment ça est réglé. Andere vragen, autre question? Ik zal de slide van de presentatie op de server zetten. Ik heb ook een zeer technische nota, die pakt de inhoud van die presentatie. Die doet echt, c'est une comparaison factuelle. J'ai ici essayé, je n'ai pas fait de publicité, j'étais dans le factuel. Je pense que dans nos contacts avec les membres ou les prospects, c'est important d'être dans le factuel, de dire, voilà, ça c'est la réalité, madame, monsieur. Donc il y a une note que j'ai faite, qui reprend les taux d'intérêt appliqués, enfin bon, bref, qui reprend les systèmes. Bon, je ne vais pas évidemment aussi dans le détail que ce que j'ai fait ici, mais clairement, cette note, j'enverrai à tout le monde. Elle est actualisée avec les éléments de 2025, donc les taux d'intérêt de 2025 et des choses de ce genre-là. Et je vais y ajouter, parce que je vais y ajouter cet exemple-là, le tableau, parce que je pense que ça fait un tableau qui est très explicite, parce qu'il permet notamment de faire la comparaison, par exemple, en termes au niveau des avances sur police, de dire, bah oui, à 30 ans, vous pouvez avoir 15% de BTP, parce que le pourcentage, il est valable. Ongeacht wat het bedrag is, percentage bij Amonis blijft. De jongen van 30 jaar heeft de mogelijkheid om de voorschot de police te vragen op 15% van het kapitaal. Op 40 jaar is 25%. Ze hebben toch wel... bij Amonis, de voorschot de police zijn echt voor de tweede groep, die bij ons een voorschot vragen. Dat zijn de mensen die boven 50 zijn, die zeggen, oké, ik zal toch wel een appartement kopen, omdat ik zal toch wel verhuizen na mijn carrière enzovoort enzovoort. Le groupe des jeunes, chez Amonis, ils ne doivent pas essayer. Pas de sens. Et donc la note, c'est une base argumentaire pour... Vraiment une base argumentaire à chacun. Et je pense que ça, c'est à chacun de... Alors, si Jérôme veut en faire un exercice commun, moi, je n'ai aucun souci. Mais là, c'est plus, je dirais, aux conseillers de voir comment ils peuvent utiliser ça, sachant que une situation n'est pas la même. Un jeune va réagir, va être plus attentif à certains éléments que d'autres. Merci, Voilà. Pierre. Merci. Et merci à tous. Merci à toi. Merci beaucoup, Pierre. Merci. 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 Merci de couper. Bel après-midi à tout le monde. Je crois que c'est... C'est la réalité. Ben oui, tout à fait, mais je pense que c'était nécessaire.